Pour échanger sur tous ces points, je vous propose d'ouvrir le débat avec différents protagonistes. Et je vais d'abord demander au président Santoire de venir me rejoindre. Rémi Decou-Paolini, directeur des affaires civiles et du Sceau. Marianne Frison-Roche, professeure de droit économique. Benoît Queuret, président de l'autorité de la concurrence. Sophie Sabot-Barcet, présidente du Conseil supérieur du notariat. Frédéric Abitbol, qui nous rejoindra dans quelques minutes parce que je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Thomas Denfer, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Et Henri Paul, président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Je vous laisse prendre position. Vous êtes bien installés? On va pouvoir ouvrir le débat. Bon, écoutez. Écoutez, nous allons ouvrir le débat. Quelques petits mots d'introduction avant, pour commencer. Un petit coup d'œil dans le rétro, pour se rendre compte des grands changements, des grands bouleversements qu'ont connus les professions réglementées du droit ces 50 dernières années. Si je cite quelques dates, 71, la disparition des avoués auprès des tribunaux de grande instance. En 90, on a eu la fusion entre avocats et conseil juridique. 10 ans plus tard, la séparation des activités des commissaires-priseurs. Ou encore en 2012, la suppression des avoués à la cour d'appel. Dans tout ça, il faut tenir compte aussi de l'Europe. En 2015, il y a eu la loi croissance, activité et égalité des chances économiques qui s'inscrit dans cet objectif en révisant notamment le cadre d'exercice des professions réglementées du droit. Enfin, dernière grande réforme, on est en plein dedans, le rapprochement entre les huissiers de justice et les commissaires-priseurs. Il y a eu des changements, à chaque fois les professions se sont questionnées, se sont adaptées et ont évolué. Elles font la même chose avec leur environnement, les nouvelles technologies qui se développent considérablement ces dernières années et qui posent la question d'une justice dématérialisée et désintermédiée. Et puis la crise sanitaire, bien évidemment, qui a fragilisé l'activité de certains professionnels, ce qui rend plus difficile, mais aussi plus nécessaire, la transformation de vos modèles. Pour lancer le débat, je m'adresse à vous, Président Santoire. Vous avez souhaité inviter universitaires, autorités de la régulation et vos homologues pour débattre de la trajectoire de ces professions réglementées. Pour quelles raisons ? Permettez-moi, Perrine, d'abord de les remercier très sincèrement de leur présence. Autorités constituées, professeurs d'université, mais également présidents d'ordre. C'est très important à un moment où on veut ancrer cette nouvelle profession dans le paysage judiciaire français. Ensuite, je suis confronté à un double défi. Nous sommes face à une crise économique sans précédent qui touche particulièrement notre profession depuis 2 ans, avec un affaissement des chiffres d'affaires important, de près de 15%, une diminution de nos bénéfices de presque 35%, des jeunes consoeurs et des jeunes confrères qui sont en grande difficulté. J'ai aujourd'hui près de 500 confrères sur 3000 qui vivent sous le seuil de pauvreté avant remboursement de leur emprunt. Et j'en ai 298 qui ne vivent pas avec l'équivalent du RSA, du revenu de solidarité active. Et j'ai aussi une crise des identités professionnelles d'ailleurs qu'on voit dans toutes les professions du droit. Cette profession, elle manque d'appétence. On a du mal à recruter des jeunes. Le dernier examen professionnel l'a d'ailleurs démontré. À peine 31 stagiaires qui vont venir rentrer dans nos offices. Donc ça, c'est un embarras, un souci. Et j'en ai pleinement conscience. Et d'un autre côté, j'ai 51 ans, j'y crois toujours. Je veux inscrire cette nouvelle profession dans une démarche de confiance parce qu'il y a de véritables enjeux et des perspectives d'avenir, j'en suis convaincu.
j'ai besoin de me nourrir des réflexions des personnes qui sont autour de cette table pour savoir quel est le bon chemin à tracer pour les 3 années à venir. Voilà l'objet, si vous voulez, de cette invitation et de cette réflexion. Merci, Président Santoire. Les professions réglementées du droit sont des auxiliaires de justice et participent à ce titre au service public de la justice. Les prestations du coup, qu'ils rendent aux justiciables ne sont pas des marchandises comme les autres, comme l'ont reconnu les autorités nationales et européennes. En témoigne le sort particulier réservé aux huissiers de justice et aux notaires avec la directive service de 2006. J'ai envie de commencer avec la parole d'une universitaire. Madame la professeure Marianne Frison-Roche, vous êtes professeure de droit de la régulation et de la compliance à Sciences Po. Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage sur la raison d'être de ces professions et cet avenir? Ce modèle est-il un modèle d'avenir? Alors, s'il fallait répondre d'un mot, je dirais oui, c'est un modèle d'avenir, oui. D'ailleurs, je ne fais pas que du droit de la régulation et de la compliance, je fais aussi du droit de la concurrence. Et il y a un grand continuum entre concurrence, régulation, compliance, c'est 3 mots qui vont très bien ensemble. Et il ne faut pas opposer la concurrence et puis la régulation, et puis il faudrait choisir son camp. Ah non, non, ça ne marche pas comme ça. Enfin, je me tourne vers mon voisin, mais ça ne marche pas comme ça. Non. L'avenir de l'Europe, une Europe qui se construit, puis qui se construit très bien, elle se construit sur 2 jambes. La régulation et la concurrence, et puis ces 2 alliés. Et effectivement, la raison d'être, c'est une notion juridique, et puis c'est une notion clé. Et donc, les professions organisées par l'État, organisées de l'intérieur, avec des structures, avec des personnes qui ont pleinement conscience de ce pourquoi elles sont faites, alors c'est plein d'avenir. Et les autorités administratives, enfin nous allons l'entendre, j'imagine, elles en ont pleinement confiance, c'est des alliés. Et donc la raison d'être, c'est pas un terme philosophique ou médiatique ou universitaire, non, c'est un terme juridique. Il y a eu la loi, une loi extrêmement importante de 2019, la loi Pacte, qui s'appelle la loi sur la raison d'être. Et la raison d'être, ça ne s'applique pas à telle ou telle profession qui se trouve être par ailleurs réglementée par l'État. Non, ça s'adresse à toutes les entreprises en disant aux entreprises, pourquoi êtes-vous faites, vous, entreprises sur les marchés concurrentiels de biens et services? Est-ce que vous n'êtes faites que pour gagner de l'argent? Bien sûr, vous devez gagner de l'argent, sinon vous allez faire faillite. Mais est-ce que vous êtes faites que pour ça? Et on a modifié le Code civil, notre cher Code civil. Et on a dit à toutes les entreprises, vous devez prendre en considération l'environnement et puis la dimension sociétale de votre activité. Vous devez le faire. Et même si vous le sentez, vous devez ajouter à cela une mission. Mais ça s'est adressé à toutes les entreprises. Donc, non seulement vous devez prendre en considération la dimension environnementale, climatique et puis sociétale, mais même si vous voulez devenir entreprise à mission, tout ça c'est du droit. Donc ensuite, quand l'Europe se construit, et l'Europe elle est en train de faire des choses absolument formidables, par des textes qui sont absolument formidables, en matière climatique, en matière d'information extra-financière, en matière digitale, où l'Europe dit non. Ça ne se passera pas comme ça. Il n'y aura pas que la puissance financière, il n'y aura pas que la puissance des énormes entreprises. Non, on va contrôler les contenus sur le digital, on va faire des choses avant, en ex-ante, que les choses soient faites. C'est-à-dire, on va faire de la régulation. Et ça, c'est pas des universitaires qui le disent. Non, c'est la Commission
européenne. Donc c'est la Commission européenne qui est en train de prendre des séries de textes en alliance et sous l'influence de l'autorité de la concurrence, de l'autorité de régulation des télécommunications, de l'autorité de régulation de l'énergie, de toutes ces autorités administratives où la France est extraordinairement active, qui est en train de construire une Europe de l'industrie, une Europe de dynamisme. C'est ça l'avenir. Alors ensuite, avec une Europe qui est à ce point ambitieuse, une Europe qui dit et qui redit qu'elle veut être souveraine, c'est-à-dire ouverte sur le monde, qu'elle veut continuer à exister dans un monde plein de violences, plein de conflits. Elle existera, et puis elle existera aussi grâce aux droits, grâce aux institutions, grâce aux entreprises. L'Europe dit, bon, quels sont mes alliés? Quelles sont les organisations qui sont bien placées depuis toujours pour avoir ces missions qui consistent à dire, en quelque sorte, il n'y a pas que l'argent dans la vie, qu'il y a aussi le souci d'autrui, qu'il y a aussi le souci de la façon dont les gens vivent, qu'il y a aussi le souci, il est premier en Europe, de la vérité, de la conservation des données, de la fiabilité dans le temps de ce qu'on leur raconte, de l'équilibre des intérêts entre les créanciers, qui doivent bien quand même finir par être payés, mais aussi de l'intérêt des débiteurs qu'on ne doit pas écrabouiller parce que c'est des êtres humains. Qui est-ce qui s'occupe de ça? Et là, concrètement, ce n'est pas des intellos, non. Alors j'ai vu que les technos n'avaient pas été bien vus, mais moi je les trouve très bien, les technos. Parce que les technos, ils ont des grands plans, ils regardent l'avenir, ils cherchent à servir l'intérêt général et puis ils cherchent des alliés. Et donc, concrètement, cherchant des alliés, ils se disent, bon ben, qui va nous aider? Et là, il y a des professions, les professions, mais quel avenir? Quel avenir? Ils sont déjà tous structurés, mais quelle aubaine! Ils sont déjà tous structurés. Donc, voilà des professions qui s'adossent à l'État, qui est assez solide aussi. L'État qui a toutes ses prétentions, la Commission européenne, je parle sous votre contrôle, a certes le principe de concurrence, mais ce n'est pas l'unique principe. Le principe, c'est de se mettre maintenant, ça c'est l'ex-ante, et d'avoir des ambitions pour l'avenir. Et donc de dire, cette sécurité, je l'institue maintenant avec des alliés. S'il y a une profession qui peut dire, cette œuvre d'art, là, elle est authentique parce que moi, profession, je le vérifie. Ou bien de dire, cet engagement, il sera tenu. Ce paiement, il sera fait. Mais il sera fait d'une façon humaine. Bien là, le deal, il est fait. Donc dans cette Europe-là, ce qui est en train de se construire, c'est une Europe de la régulation. Et ce n'est pas effectivement l'esprit d'équipage. Oui, c'est vraiment ça. Ce n'est pas l'administration contre les professions, les entreprises contre les professions libérales ou contre les professions que l'on appelle réglementées. Non, c'est vraiment le fait que l'Europe a une ambition. Ça s'appelle aussi l'État de droit, avec un personnage central qui est le juge, avec un autre personnage central, c'est le superviseur, avec ses alliances. Voilà ce qui est en train de se construire. Merci Madame la professeure. Monsieur Rémi Decou-Paolini, vous êtes le directeur des affaires civiles et du Sceau. Vous avez en charge une partie du contrôle de ces professions dont vous défendez quotidiennement les intérêts. Quelle est leur plus-value et quelle lecture vous faites des transitions qui sont en train de s'opérer? Sont-elles toutes logées à la même enseigne? Bonjour, merci pour votre question. Vous me permettrez d'abord, à titre liminaire, de remercier la Chambre nationale de son invitation et de vous dire tout le plaisir qui est le mien avec mes équipes de la DACS qui sont ici très largement représentées, de
venir à votre rencontre et de pouvoir échanger avec les professionnels dans le cadre de cette table ronde et puis tout au long de la journée avant l'intervention du garde des Sceaux cet après-midi. C'est d'autant plus important pour nous que nous avons des échanges réguliers, confiants, extrêmement fluides avec les représentants de la profession, travaillant sur un certain nombre de sujets qui vont être évoqués, que nous allons évoquer. C'est important aussi de rencontrer les acteurs de terrain. On apprend beaucoup de ces échanges et je leur dis à tout à l'heure pour un certain nombre d'entre eux. Alors, sur la plus-value des professions réglementées, il y aurait beaucoup de choses à dire. En guise de clin d'œil liminaire, on pourrait dire que ça présente déjà l'avantage de nous assurer à la direction des affaires civiles et du Sceau une sous-direction de grande qualité, parce que qui dit tutelle des professions réglementées dit administration pour s'en occuper. Et j'espère, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que nous en occupons bien. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire. Alors, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit il y a un instant, je crois que nous avons un modèle français des professions réglementées qui aujourd'hui a été, après un certain nombre d'interrogations, consacré en droit européen, et c'est une très très bonne chose. Consacré, mais qui mérite aussi d'être défendu et de continuer à être défendu. Et je voudrais saluer ici l'action qui est menée par l'ensemble des professions ici représentées en matière d'action européenne et internationale. Et on évoquait ce sujet tout récemment, notamment avec le Conseil supérieur du notariat. C'est une défense et un combat qui doit être continué. Il y a un modèle français, j'ai envie de dire aussi un modèle latin de profession réglementée qui mérite d'être défendu. Et pourquoi mérite-t-il d'être défendu? Car il apporte un certain nombre, je dirais, de garanties, d'avantages, pas spécialement pour les professionnels concernés, mais d'abord et avant tout pour les citoyens, pour les justiciables. Les professions réglementées du droit, ce sont des partenaires de justice. On utilise traditionnellement le terme auxiliaire, je préfère le terme partenaire de justice. Et en disant ça, on dit beaucoup de choses. On se plaint de la complexité du droit, elle est inhérente à l'évolution de nos sociétés, et on a besoin, entre les juges et les citoyens, les justiciables, de passeurs, et les professionnels du droit, avocats, notaires, commissaires de justice désormais, par regroupement des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers, tribunaux de commerce, sont des passeurs de droit, expliquent, font comprendre et facilitent le travail des juridictions. Ça me semble être un point extrêmement important qui souligne, si vous voulez, deux dimensions essentielles, à mon sens, dans les professions réglementées. Une dimension technique, qui est la raison d'être de leur rôle. Ce sont des experts extrêmement pointus dans les matières qui sont les leurs, avec des spécialisations que moi je découvre avec mes équipes au fur et à mesure. Et nous sortons toujours très enrichis des échanges que nous avons avec les professionnels. Mais aussi une dimension humaine qui est extrêmement importante. Ce contact avec les justiciables, c'est un contact en réalité avec nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Et l'avantage des échanges que nous avons avec les professions réglementées, une des raisons d'être aussi, c'est, comme ce sont des capteurs de la société, faire passer un certain nombre de projets, de réformes, d'évolution de notre droit, un droit qui ne peut pas rester figé et qui doit évoluer au rythme de la société sans non plus que ce soit un droit instable. Et vous comprenez en disant ça, pour nous, toute l'importance des relations entretenues avec les professions réglementées, puisque la direction, en particulier la DACS, mais toutes les grandes directions d'administration centrale, par définition, stabilisent le droit, l'écrivent, mais elles ont besoin aussi de le faire évoluer. Et elles le font évoluer avec les professions réglementées. La technicité qu'on évoquait il y a un instant, c'est la justification du monopole dans les domaines qui sont les leurs,
des professions réglementées. Mais qui dit monopole ne dit pas non plus fermeture, et on aura l'occasion d'évoquer ce sujet-là au prisme notamment de la concurrence et de la nécessité pour les professions aussi, bien sûr, d'évoluer et de s'adapter. Un autre point qui me semble très important, donc, c'est l'aspect force de proposition. C'est en lien avec ce que je viens de dire en fait sur le contact, la vie quotidienne. C'est toujours dangereux pour la direction de l'administration des affaires civiles et du Sceau d'aller dans des congrès ou des assises parce qu'elle revient en général lestée d'un certain nombre de documents. Un souvenir récemment du congrès des notaires qui a alourdi sensiblement nos bagages. Mais c'est pareil en réalité avec chacune des professions. Et dernièrement, le président Santoire nous a transmis les 12 propositions qui sont autant de travaux d'Hercule pour la direction, parce qu'ils se subdivisent en sous-propositions que, évidemment, nous regardons avec beaucoup d'attention et sur lesquelles nous sommes en train de travailler. On a évoqué tout à l'heure dans l'intervention liminaire le sens. Moi, je n'ai aucune hésitation. Il y a un sens énorme à travailler dans les professions réglementées du droit. La dimension technique, l'expertise, la connaissance des rouages institutionnels de la société et en même temps l'aide apportée aux justiciables, l'aide apportée à la justice, c'est formidable. Voilà. Et moi, il y a des difficultés, on les évoquera, on aura tout le loisir de les évoquer. Il y a un certain nombre de propositions, de pistes qui vont être mentionnées. Mais derrière, il y a un sens énorme qui reste intangible pour les professions réglementées. Et ça me frappe dans les échanges réguliers que nous avons avec les équipes et les professionnels concernés. Alors, vous avez évoqué les transitions, je dirais les enjeux. Je ne veux pas être trop long. Je crois qu'on peut dire qu'il y en a 4. En tout cas, moi, j'en vois 4. Et avant, je répondrai à une sous-question de votre question. C'était de savoir si les professions réglementées étaient toutes logées à la même enseigne. Alors je ne sais pas trop ce que signifie votre question. En tout cas, pour la DACS, il n'y a pas de préférence. Voilà. Nous les aimons toutes, je le dis devant tout le monde, voilà, à égalité. Elles nous occupent beaucoup, elles sont sensibles, elles sont réactives, elles sont productives, voilà, mais elles font avancer les choses. Et je crois que, j'espère en tout cas, on aura l'occasion de l'évoquer, que nous travaillons en très bonne intelligence avec chacune d'entre elles et qu'elles trouvent en tout cas auprès de nos équipes l'attention, le suivi qu'elles méritent et que nos concitoyens derrière elles méritent également. Alors les enjeux rapidement. Premier enjeu, ça ne vous étonnera pas, c'est l'enjeu, je dirais, de la grande actualité, c'est le numérique. L'évolution de la société avec le numérique implique évidemment le développement de numérique dans les professions et j'ai envie de dire qu'elles sont au rendez-vous. J'ai visité, peu de temps après ma prise de fonction, le greffe tribunal de commerce de Paris. Un travail remarquable a été fait, un fonctionnement impressionnant, notamment avec l'outil Infogreffe. J'ai eu l'occasion de voir l'usine digitale, comme on l'appelle, du notariat à Venelle. Là aussi, énormément de choses ont été faites. Et du côté de la profession des commissaires de justice, un énorme travail aussi a été engagé. Et je veux saluer vraiment toutes les équipes qui ont conduit et développé le numérique. Des enjeux comme la signification dématérialisée ne peuvent se réaliser qu'avec, évidemment, derrière des infrastructures adaptées. Et c'est en résonance avec nos propres chantiers au ministère de la Justice. C'est des chantiers sur lesquels le garde des Sceaux aura l'occasion de l'évoquer, ça a été dit et redit pendant les États généraux de la justice, c'est un des chantiers majeurs de modernisation du ministère. Et donc, le cœur numérique doit battre à l'unisson entre le ministère de la Justice et les professions réglementées. Deuxième enjeu, rapidement, la responsabilisation. On évoquera la compliance, je mets tout cela ensemble. Les professions réglementées ont eu besoin, je pense que c'était une attente de nos concitoyens, de règles plus affirmées en matière de déontologie, en matière de règles professionnelles, et elles ont joué le jeu. Le travail a été fait, il se poursuit avec la préparation de codes de déontologie dont le Conseil d'État aura prochainement à connaître. Nous sommes maintenant dans la voie finale de ce processus.
Mais derrière ça, c'est un énorme travail qui a été fait par la profession et qui donne la confiance pour les justiciables, pour nos citoyens, dans les pratiques professionnelles. Troisième enjeu, qui fait écho à un certain nombre de choses qui ont déjà été dites et qui seront dites, les missions, les activités, les périmètres des professions réglementées. On voit que ça bouge à la lueur des évolutions de la société, à la lueur des nouvelles techniques, des nouveaux process. Je pense qu'il y a deux choses qui, à ce stade en tout cas, attirent mon attention. Le développement d'activités dites accessoires ne doit pas remettre en cause le cœur du métier, qui justifie en réalité le monopole de la profession. Donc il y a là, je dirais, un point d'attention, une évolution, mais jusqu'où pour garder la raison d'être, quelque chose qui a été évoqué, que vous avez d'ailleurs, Madame le professeur, souligné, me semble-t-il, à très juste titre. L'autre aspect, le développement des activités, fait qu'on voit les professions aussi se rapprocher par certains aspects les unes des autres, dessiner une sorte de continuum. Est-ce que, vous savez qu'il y a eu il y a quelques années un rapport, le rapport Darrois sur profession unique du droit, qui n'a pas eu de suite, mais on voit d'une certaine manière que cette idée-là, elle se poursuit par d'autres cheminements, qui sont en fait des rapprochements, et peut-être des rapprochements aussi de structures. Il y a quelque chose qui est en train de bouger et auquel nous devons tous être attentifs. Et si vous me permettez un dernier élément sur les enjeux, je dirais la communication et la transparence. Trop souvent, les professions réglementées du droit, par le fait qu'on est dans un domaine qui n'est pas forcément facilement accessible, ont pu être perçues comme relativement, disons le mot, opaques, peu transparentes. Dans la société qui est la nôtre, ce n'est plus possible. Ça l'est d'autant moins quand on a besoin d'avoir un certain nombre de données économiques pour pouvoir faire correspondre au mieux les évolutions des professions aux besoins de la population. Là encore, un énorme travail a été fait par chacune des professions. C'est extrêmement important. La communication est essentielle aussi. J'ai vu que récemment, il y a eu des très belles campagnes de communication du côté des commissaires de justice et aussi du côté du notariat, faire connaître les professions auprès de nos concitoyens et l'apport des professions pour eux. Et un dernier mot, si vous me permettez, et je regrette peut-être, voilà, j'ai peut-être été trop long, je le serai moins alors tout à l'heure. Un dernier mot, si vous me permettez. Ce qui fait aussi la force de chacune des professions, et qu'à mon sens, c'est presque un conseil amical que je leur adresse à chacune, c'est l'unité de la profession. Une profession désunie, une profession qui est travaillée par des lignes de fracture, c'est une profession qui n'est pas écoutée par les pouvoirs publics, qui est moins écoutée par les pouvoirs publics. Et ce sont des choses que l'on sent, que l'on entend très facilement. La force d'une profession, c'est son unité, c'est sa représentation, c'est ses contacts avec les institutions. Et je voudrais terminer sur ce message parce que c'est comme ça que nous avançons et je crois que nous avançons bien tous ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. On a pris un petit peu de retard, je ne vous le cache pas, mais c'était important de vous entendre sur tous ces sujets. Alors on va essayer de tenir un petit peu le timing à présent. Deuxième séquence qui est consacrée aux injonctions contradictoires. Vos modèles sont secoués, aujourd'hui confrontés à des logiques de marché, aux évolutions sociétales, aux changements technologiques. Vous avez d'un côté les professionnels qui souhaitent défendre leur statut, et puis de l'autre, vous avez les justiciables qui revendiquent, eux, leur qualité de clients et de consommateurs. Monsieur Benoît Curé, je me tourne vers vous, à présent président de l'autorité de la concurrence. Vous incarnez l'autorité de la régulation concurrentielle des marchés dans l'intérêt du consommateur. J'ai deux questions pour vous. Un justiciable est-il un consommateur comme les autres? Et comment faire cohabiter des missions de service public avec des prestations de services concurrentiels? Alors bonjour à tous, et tout d'abord je voulais vraiment remercier très sincèrement le président Santoire et ses collègues de la Chambre nationale pour cette invitation. D'abord pour le faire aussi dans ce format que je trouve très fructueux et fertile, et on devrait d'ailleurs se voir dans ce format, pas forcément ici, on serait probablement mieux assis d'ailleurs, mais je pense que c'est probablement quelque chose à
à répéter, parce que je pense que on est vraiment là tous ensemble à partager des problématiques communes. Et puis ça permet aussi de rencontrer tous les participants à cette conférence, et j'espère qu'on aura l'occasion, dans la partie plus sociale de cette journée aussi, de se voir et de discuter. Alors, pour répondre à votre question, bon, d'abord, l'autorité de la concurrence ne défend pas que l'intérêt du consommateur. C'est très important en ce moment de défendre l'intérêt du consommateur, hein, compte tenu de la crise du pouvoir d'achat que connaît notre pays. Mais l'autorité de la concurrence défend beaucoup les entreprises. D'abord parce que les consommateurs, entre guillemets, sont souvent des entreprises. Quand on condamne des cartels, c'est souvent des cartels qui ont porté préjudice à des entreprises, parce qu'elles vendaient non pas directement sur le marché final, mais à des entreprises. Pour une raison plus profonde, qui est que finalement la raison d'être, y compris dans le sens juridique, comme le disait la professeure Flandroche, la raison d'être de l'autorité de la concurrence, finalement, quand on y réfléchit, c'est quoi? C'est d'assurer l'équité dans les rapports économiques. Et donc l'équité dans les rapports économiques, c'est quelque chose qui bénéficie bien sûr in fine au consommateur final, ou en l'occurrence au justiciable, mais d'abord et principalement à chacun d'entre vous. Quand vous proposez des services aux justiciables, on a besoin de quoi? On a besoin de déontologie, ça c'est le rôle du président Santoire, c'est le rôle des codes de déontologie. On a besoin aussi d'équité, et c'est là que l'autorité de la concurrence intervient. Donc je crois que ce qu'on fait est vraiment dans l'intérêt de tous. Alors, vous m'avez demandé si le justiciable est un consommateur comme les autres. La réponse est non. Pourquoi? Ça a déjà été dit, et c'est une évidence pour chacun d'entre vous ici, parce que les professions réglementées du droit, certes, fournissent des services qui sont souvent soumis au droit de la concurrence, mais ce sont aussi des services publics qui sont donc encadrés par des obligations de service public, qui sont la continuité du service, qui sont l'égalité de tous devant la loi, et qui contraignent, mais dans le sens positif du terme, le type de prestation qui peut être fourni, et qui, par construction, limite le champ de la concurrence, mais pour de bonnes raisons qui ont été voulues par le législateur et qui bénéficient à tout le monde. Et je crois que ça a également déjà été dit, mais dans la période actuelle, qui est une période de bouleversement économique et géopolitique, qui est une période d'incertitude aiguë pour chacun de nos concitoyens, le service public a une valeur qui est plus importante que jamais. Donc ces obligations de service public sont absolument essentielles. Et oui, elles restreignent le champ de la concurrence pour de bonnes raisons. Et donc la vigilance de l'autorité de la concurrence va s'exercer sur un champ qui n'est évidemment pas le même que pour des services commerciaux. C'est une évidence. Néanmoins, il y a une dimension de concurrence. Par exemple, pour donner un exemple dans la communication que chacun d'entre vous fait auprès des justiciables, les justiciables peuvent, pas toujours, parfois c'est la juridiction qui va imposer le choix du commissaire de justice, mais dans d'autres cas, le justiciable peut choisir son commissaire de justice. Vous avez le droit, dans des conditions très encadrées et limitées par la loi, de communiquer. La Cour européenne de justice a jugé, dans le cas des chirurgiens dentistes, qui a une profession très différente, mais sa décision a une portée générale, qu'on ne pouvait pas imposer des contraintes de portée générale à la communication d'une profession réglementée. Alors seuls les avocats ont le droit de faire de la publicité, mais les autres professions réglementées du droit ont le droit de faire de la communication adressée, personnalisée, par exemple. L'autorité de la concurrence a toujours été favorable à permettre de renforcer cette communication pour vous permettre, dans le respect de la déontologie, condition qui est essentielle, de toucher le plus grand nombre de justiciables possible et de faire valoir la qualité de vos services. Donc ça, c'est un paramètre de concurrence au sens du droit de la concurrence. Alors, ce à quoi l'autorité de la concurrence est évidemment vigilante, et je pense qu'on aura l'occasion plus tard dans le cours de la discussion de l'illustrer plus en détail, c'est d'éviter la confusion entre les activités de service public et les activités concurrentielles. Vous le savez tous, et d'éviter l'utilisation de moyens
issues de l'obligation de service public, des activités en monopole, qui seraient utilisées pour fournir des prestations commerciales qui, elles, sont en concurrence avec des acteurs qui ne sont pas nécessairement des professions réglementées du droit. Donc ça, évidemment, on le regarde, et là, on est dans le champ d'application tout à fait normal du droit de la concurrence. Et je peux l'illustrer plus en détail dans un instant. Mais donc, pour résumer, le justiciable n'est pas un consommateur comme un autre. En aucune manière, les obligations de service public sont essentielles. Et le champ de vigilance de l'autorité de la concurrence va s'exercer sur ce qui est soumis à la concurrence et qui est néanmoins une partie importante de cette dynamique concurrentielle. Et ça peut s'exercer dans les 3 dimensions qui sont celles de l'activité de l'autorité de la concurrence, dans la dimension dite antitrust, la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, dans le contrôle des concentrations, qui est quelque chose qui n'a pas gagné vraiment l'univers des commissaires de justice jusqu'à présent, parce qu'il y a des seuils qui, comme vous le savez, sont relativement élevés par rapport à votre profession. Pour qu'une fusion d'office soit obligatoirement notifiée à l'autorité de la concurrence, il faudrait que le chiffre d'affaires total de l'ensemble des offices concernés dépasse 150 millions d'euros, voilà le seuil, et que le chiffre d'affaires réalisé par au moins des offices soit supérieur à 50 millions d'euros. Donc on n'en est pas là. On peut imaginer si les dynamiques esquissées par le directeur des affaires civiles et du Sceau se poursuivent, s'accélèrent, peut-être qu'un jour ça viendra chez nous, mais je pense qu'on n'en est pas là. Donc c'est assez théorique. Mais le 3e champ d'activité de l'autorité de la concurrence, qui est essentiel, c'est la partie de conseil au pouvoir public, par exemple sur les codes de déontologie, dont le directeur des affaires civiles et du Sceau a bien voulu nous saisir, sur la communication, sur le conseil, sur la conformité et la compliance. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est extrêmement important. Et sur toute cette dimension de communication, de conseil, on est évidemment également à votre service pour vous aider à respecter le droit de la concurrence, mais aussi pour pouvoir expliquer au plus grand public la singularité, la particularité de vos activités. Et peut-être, si j'ai encore 30 secondes, vous aviez demandé au début de cette discussion, le président Santoire a parlé des difficultés de la profession, auxquelles on est extrêmement sensible, et j'y reviendrai sans doute plus tard. C'est une partie importante de notre réflexion, et également les difficultés de recrutement. Moi, je peux vous livrer une expérience personnelle. Moi, je ne suis pas juriste, je suis économiste, et j'ai passé 10 ans de ma vie dans la réglementation financière, qui est un champ très différent. Et je suis arrivé au droit de la concurrence relativement récemment, et j'ai été absolument convaincu par l'importance du droit de la concurrence en particulier, mais du droit de la réglementation en général, pour protéger nos concitoyens. Et pour les protéger dans un monde où on a des acteurs très puissants qui interviennent. On a parlé tout à l'heure des plateformes numériques, des GAFA, où l'Europe est challengée par les États-Unis, par la Chine, par d'autres grandes puissances économiques. Le droit, c'est un instrument de protection qui est absolument fondamental. Et donc l'occasion de participer à ce mouvement et de faire partie d'une profession réglementée du droit, c'est une manière de protéger nos concitoyens. Je pense que c'est un argument qui devrait être très puissant vis-à-vis de vos jeunes consoeurs et confrères. Et je peux vous aider à le porter si vous le souhaitez. Merci pour cet éclairage. Président Santoire, le consommateur souhaite des tarifs plus bas, mais davantage de qualité. L'État vous demande de développer les outils numériques, mais en même temps vous demande aussi de la proximité. Parallèlement à ça, votre compétence territoriale s'est élargie au moment où les sujets écologiques sont prégnants. On peut évoquer aussi l'aspiration à la déjudiciarisation quand vos obligations statutaires se renforcent. Comment réagit votre profession ? En fait, on réglemente au nom du monopole et on libéralise au nom de la concurrence. Et en fait, beaucoup de consoeurs et de confrères y voient, je le crois, je le ressens, une perte d'identité et de sens. Ils ne sont pas prêts. Et beaucoup, et le directeur l'a rappelé, ont développé les activités dites concurrentielles, les activités accessoires, parce que les activités monopolistiques ont décliné tout au long de ces dernières années.
Je prends l'exemple de l'activité accessoire d'administration d'immeubles. Chez nous, c'était quelques centaines de confrères il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est presque un tiers de la profession qui exerce cette activité d'administration d'immeubles, de syndic de copropriété. Donc la Chambre nationale accompagne ces nouvelles activités. Nous formons des confrères et des consoeurs sur le syndic de copropriété, ce qui n'avait jamais été fait, sur la gestion des immeubles appartenant aux collectivités territoriales, ce qui n'avait jamais été fait. Mais je crois également, et le directeur l'a rappelé, qu'il faut redonner du sens à notre action, et tout particulièrement au niveau de ce qui est le cœur de notre métier, c'est-à-dire les activités monopolistiques. Merci, Président. Il nous reste 4 minutes avant de clore cette séquence. Vous avez peut-être... Oui, je suis désolée, hein, je suis obligée de tenir le timing. Vous avez peut-être envie de réagir les uns et les autres. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui a déjà été dit dans un premier temps, ou on enchaîne? C'est un bel esprit d'équipage. Vous avez bien résumé les choses. Alors, je vous propose d'enchaîner avec cette troisième séquence. Comment les ordres professionnels peuvent-ils élaborer justement des stratégies pour s'adapter à ce contexte qui évolue entre contraintes du statut et règles du marché? C'est vrai que vous avez certains professionnels qui ont du mal à entrevoir l'avenir avec sérénité, avec confiance, et puis d'autres qui sont plus volontaristes, et on va évoquer ces différents points avec vous. Et je me tourne d'abord vers vous, Madame Sophie Sabot-Barcet, vous êtes présidente du Conseil supérieur du notariat. Votre profession a vécu récemment une hausse sans précédent de ses effectifs, tout en investissant massivement dans le numérique. Vu de l'extérieur, on se dit que les notaires ont su s'adapter, en dépit des influences européennes contraires. Comment vous voyez l'avenir proche de votre profession dans un contexte immobilier incertain ? Alors déjà, je tiens moi aussi à remercier le président Santoire parce que ce qu'on est en train de faire ici, je pense que c'est un peu inédit. En tout cas, c'est une première et je pense que ça peut nous permettre d'avancer et de comprendre un certain nombre de choses. Et le partage d'expérience, je suis moi convaincue que c'est la meilleure chose pour redonner de la confiance. Dans les termes que vous venez d'employer, Président, je retrouve un petit peu les inquiétudes que nous pouvions nous avoir à la sortie de la loi croissance, qui nous avait, comme nous tous, mais un petit peu perturbés. Et c'est vrai qu'on a essayé, suite à cette loi croissance, de remettre de la confiance. Et très vite, nous avons pris un petit peu un certain nombre de démarches, mais très vite, en effet, le nombre d'offices a été augmenté. Je vous le confirme, il y a eu un fort développement dans la profession notariale, puisque depuis 2017, il y a plus de 60% de notaires et plus de 50% d'offices. Donc c'est vrai que le montant est important, et en termes de collaborateurs, parce qu'on parle d'attractivité également, eh bien en 2015, hors notaire salarié, puisqu'on a un statut notaire salarié, il y avait 45 000 collaborateurs. Aujourd'hui, on en a 65 000. Donc on aurait pu s'inquiéter, on aurait pu penser que la démultiplication de nos offices sur notre territoire pouvait nous inquiéter. Et en fait, je suis convaincue aujourd'hui, mes prédécesseurs d'ailleurs l'étaient et l'ont déjà dit, en tout cas mes prédécesseurs immédiats étaient convaincus que la profession est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2015. Elle est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'en 2015. Rien que l'année 2021, 22 millions de personnes ont poussé les portes de nos études. Nous sommes aujourd'hui sur l'ensemble du territoire un peu plus de 8000 points d'accueil du public. Donc dans le cadre de l'accès au droit, on a eu, et c'était la crainte que nous avions en 2015, c'était le maillage territorial. On a pu préserver ce maillage territorial. Et c'est vrai que ça, c'était très important pour nous de pouvoir le faire. Donc, on a pu le faire avec plusieurs actions, je pourrais d'ailleurs vous en parler, mais c'est vrai que plus fort aujourd'hui, parce qu'un nombre plus important, avec une proximité, et je pense que c'était aussi pour ça cette loi croissance, c'est-à-dire être plus près des justiciables, et nous sommes plus près aujourd'hui des justiciables, et on le voit, les justiciables sont là pour pousser la porte.
avec aussi 5 millions d'actes en 2021 reçus dans nos études, et nous avons collecté un peu plus de 35 milliards d'impôts, tant pour l'État que pour les collectivités territoriales. Donc c'est vrai qu'on a une présence qui s'est accentuée. Et quand je dis qu'on est plus fort aujourd'hui, j'ai quelques exemples, et on aurait pu s'inquiéter. C'est pour ça vraiment que le partage d'expérience, je voudrais vraiment alors rassurer, mais dire que tout se passe dans la confiance, dans les relations qu'on a pu rétablir avec l'État, avec la direction des affaires civiles et du Sceau, parce qu'à un moment donné, il y avait aussi une méfiance de ces professions que nous étions, avec un accueil pas très favorable au départ, et est-ce qu'on voulait vraiment aller de l'avant? Donc il a fallu aussi reprendre les discussion également avec le président de l'autorité de la concurrence. Pour nous, la concurrence est rentrée dans nos études en 2015. Je le conçois tout à fait. Nous ne savions pas ce qu'était la concurrence jusqu'à présent. Donc, on a d'ailleurs un portefeuille d'un membre du bureau depuis 2018 qui a la concurrence dans son portefeuille. Et pour en revenir, et on pourra en parler aussi, la compliance vient de rentrer dans un portefeuille aussi. Nous sommes au début de la réflexion sur la compliance. Donc, c'est pour dire en effet que le fait d'être plus nombreux, ça nous rend plus forts. Ça nous rend plus forts avec des actions qu'on a véritablement sur le terrain, parce que j'ai entendu la confiance, j'ai également entendu la solidarité. Et c'est vrai que ça aussi, c'est important. Nous sommes aujourd'hui solidaires. Nous avons mis un certain nombre de plans d'aide dans le cadre du maillage territorial, et dans le cadre du maillage territorial, notamment avec cette fameuse contribution volontaire obligatoire, la fameuse CVO, qui a collecté en 3 ans 50 millions d'offices contributeurs en faveur d'offices bénéficiaires de différentes aides. Donc ça aussi, ça nous rend plus forts, parce que ça nous unit davantage. Donc c'est vrai que c'est aussi important de se dire, et je reviens sur l'unité d'une profession, c'est ce qui fait, et on a beaucoup travaillé aussi là-dessus. Donc, et puis, avec une moyenne d'âge aussi, qui en 6 ans a diminué d'1 an par année. Nous sommes avec une moyenne d'âge aujourd'hui de 44 ans chez les notaires. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que 2020, nous avons pu rétablir la confiance en signant une convention d'objectifs avec une demi-douzaine de ministères, donc ce qui a balisé un petit peu, alors ce qu'on savait déjà, parce qu'on savait ce qu'on faisait, mais c'est mieux de l'écrire. Cette convention n'avait jamais eu lieu, donc ça nous l'a balisé juste de 2021 à 2024. On en reparlera en 2024. Et puis un partenariat aussi très fort avec la Banque des Territoires qui nous permet aussi de nous avancer sur le territoire et de pouvoir faire un certain nombre d'actions. Je reviens sur le numérique parce que vous en avez parlé. Alors c'est vrai que les notaires sont rentrés dans l'ère du numérique il y a déjà fort longtemps, puisque la loi qui a fait que notre acte authentique pouvait être sur support électronique est une loi de 2000, avec un décret d'application de 2005 et le premier acte authentique électronique en 2008. Donc je voudrais presque dire maintenant il y a fort longtemps. Il a fallu une dizaine d'années pour le déployer dans nos études, et c'est vrai que cet acte authentique électronique nous a permis de faire face pendant la pandémie, notamment à un moment donné où personne ne pouvait se déplacer. Eh bien nous, parce que nous avions le support électronique, nous avons eu la chance d'avoir avec le support, enfin l'aide, et qui ont toujours été là de la chancellerie, pour nous permettre de faire un acte authentique électronique à comparution à distance. Et pendant la pandémie, on n'avait pas besoin de venir on ne pouvait pas de toute façon se déplacer, mais nous, on pouvait aller chez les clients. Et c'est vrai que quand j'en parle un petit peu régulièrement, on me dit souvent, ah ben oui, mais moi j'ai signé mon acte pendant ce moment où nous étions confinés. Donc c'est vrai que le numérique, il a été pris tôt. Il ne faut pas se dire qu'on est très avancé parce que ça va encore très vite. Donc il faut aujourd'hui veiller, parce que c'est bien le numérique, mais pour nous c'est un outil, ça ne remplace pas l'homme, bien au contraire. Au contraire, d'ailleurs, ça lui donne beaucoup plus de poids, parce que quand on dit numérique, il faut que derrière, l'humain soit là pour justement conseiller, expliquer. Ça nous oblige davantage. Et ça aussi par rapport à aux contribuables, aux justiciables. Et ça aussi, c'est très important de l'avoir en tête et à l'esprit.
Donc voilà, aujourd'hui, il faut aussi veiller, notamment dans le cadre des données, à conserver des données dans un temps qui est important, parce que nous, notre temps, dans le cadre de la conservation des actes, nos actes sont des actes publics qui sont conservés chez nous pendant 75 ans et ensuite déversés aux archives publiques pour être consultés par l'ensemble des concitoyens. Et ça, c'est important, ce temps long aussi. Et nous devons de continuer pour faire en sorte que les technologies d'aujourd'hui nous permettent de le faire et de bien le faire. Merci pour ce partage d'expérience. On a eu le point de vue des notaires. Je vais me tourner vers une autre profession à présent. Monsieur Thomas Denfert, vous êtes président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. L'open data, ça a été un véritable tsunami, ça a fracturé le modèle économique de votre profession, mais là aussi, vous vous êtes adapté. Comment vous avez réussi ce tour de force ? Merci de votre question, Perrine. Tout d'abord, je m'associe évidemment aux remerciements précédents à l'attention du président Santoire pour ce format inédit. Et j'ai entendu l'appel et l'invitation de Monsieur le Président de l'Autorité de la concurrence pour poursuivre potentiellement ces échanges dans un autre format. Et on répondra évidemment présent à cette invitation, car ça a déjà été dit, mais la particularité de notre profession, et vous le dites, on a vécu un tsunami. On ressort, là, la période a été donnée tout à l'heure, 7 ans après la loi croissance de 2015. C'est vrai qu'on ressort avec une forme d'expérience qu'on va pouvoir partager avec les autres professionnels, une expérience assez singulière. Et cette singularité, elle vient aussi du fait que notre profession est elle-même singulière, dans le sens où déjà, entre nous, au sein de notre profession, nous ne sommes pas concurrents. Donc c'est peut-être un point de différence et qui amène ce que monsieur le directeur appelait comme un point fort aussi, une unicité et l'unité de notre profession pour répondre aux défis qui s'imposent à nous. Je crois aussi ce qui nous réunit aujourd'hui, tous dans nos rôles différents, c'est de servir l'intérêt général. Alors oui, on a des intérêts propres à nos professions, propres à nos missions, propres à nos destins les uns et les autres, mais c'est l'intérêt général qui, je crois, aujourd'hui est au cœur de cette table ronde. Pour revenir au sujet de l'open data, oui, ça a été vécu à l'époque comme un tsunami, et en réalité, c'est pas tellement, je dirais, notre profession qui a accompli un tour de force. La question, je pense, mériterait plutôt d'être tournée vers l'utilisateur de l'information qui est issue des registres du commerce que nous tenons dans les offices des greffes des tribunaux de commerce. Quelle était l'information dont avait besoin l'utilisateur? Et finalement, aujourd'hui, il a le choix entre une information certifiée, légalisée, authentifiée par un officier public qui est le greffier, et une information au format de données réutilisables, interopérables. Et ça a été évoqué tout à l'heure par Madame le professeur. Quelle fiabilité est donnée à une information sous un format de données qui peut être améliorée ou dégradée dès lors qu'elle circule de base de données en base de données en base de données. Et finalement, c'est pas tellement notre profession qui a donné cette réponse, c'est vraiment l'utilisateur. Et je crois qu'ici, il y a des professionnels du droit qui ont l'habitude d'utiliser des actes délivrés par le greffier du tribunal de commerce. Et on avait dit à l'époque, collectivement, en 2015, le droit n'est pas une marchandise. C'était un terme un petit peu en réaction, on est peut-être assez éruptif, mais c'est la réalité. C'est que le droit peut être effectivement ouvert avec des règles de concurrence maîtrisées, contrôlées, mais l'acte juridique délivré par un officier public, en réalité, ne se remplace pas. Moi, je prends toujours le parallèle avec le monde de l'information dans les journaux. Les consommateurs, ou en tout cas les lecteurs des journaux gratuits à la sortie des bouches de métro, n'étaient pas ceux qui consommaient l'information dans les journaux payants auparavant. En revanche, ça a ouvert un champ supplémentaire à des nouveaux acteurs. Et je crois que c'est comme ça que notre profession s'est inscrite dès 2015, dès la promulgation de la loi en août 2015, avec l'ouverture du site Data Infogreffe. On a pris aussi notre part sur l'open data. Et finalement, on a ouvert l'accès aux informations au format de données à des nouveaux utilisateurs qui ont des besoins propres. Ça peut être d'ailleurs des journalistes, des collectivités locales, etc. Si je reviens sur je dirais le sens et la ligne de foi, j'entendais ce matin, de nos missions, le registre du commerce dont sont issues ces informations, ce n'est pas le registre des greffiers, c'est le registre de l'État français. Et j'entendais tout à l'heure aussi l'appel à faire la promotion de notre modèle, ce que disait monsieur le directeur, notre modèle vers notamment l'Europe, mais aussi à l'international. Et ce modèle-là, on le partage tous, je crois, en tant que profession du droit, au-delà de la profession de greffier, du registre du commerce, on défend un modèle français. Et on le défend en montrant qu'il sait s'adapter aux besoins de la société. L'open data est un besoin, est une demande. C'est aussi un courant qui nous est venu d'outre-Atlantique de façon assez forte il y a quelques années maintenant. Mais si on arrive collectivement à surfer, je dirais, pardon pour l'expression, surfer et proposer des outils adaptés aux besoins de l'utilisateur, ce modèle français
est largement regardée au niveau européen. Nos professions sont investies, ça a été évoqué aussi, la compliance investie maintenant dans la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme. Nous sommes tous assujettis à ces missions. Notre profession est la plus récemment assujettie à notre demande, avec cette particularité pour nous que les greffiers de tribunaux de commerce, 141 greffes de tribunaux de commerce, puisqu'il y a 134 tribunaux de commerce en métropole et 7 en Outre-mer. La particularité, je crois que c'est significatif, pour notre profession, c'est qu'on n'a pas de clients. Voilà, c'est peut-être une différence avec les autres professionnels, donc je partage cette expérience avec le président Santoire et sa profession. Nous avons des usagers. Alors on les traite comme des clients, mais nous avons des usagers du service public de la justice. Ces usagers n'ont pas le choix, ils doivent venir nous voir. Donc ça oblige, ça exige de notre part d'être, j'allais dire, au meilleur niveau qualitatif attendu des pouvoirs publics, soutenu avec notre ministère de tutelle dans l'exercice de nos missions et dans la projection qu'on peut faire à travers l'exercice de ces missions. Et je donne juste cet exemple, mais le groupement d'action financière internationale, les experts internationaux qui ont évalué la France dans le cadre de sa lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au plan international, a relevé la force du modèle français, au-delà de nos professions, de nos propres missions, la façon dont il est contrôlé aussi par le ministère de la Justice, aux côtés du ministère de l'Économie, en lien avec la Direction générale du Trésor. Nous avons collectivement œuvré à vendre, à promouvoir l'efficacité du dispositif français. J'ai vu hier la communication, la France se positionne, Paris se positionne pour accueillir le siège de l'autorité mondiale de lutte contre le blanchiment. Donc je crois qu'on a des atouts collectivement dans le sens de l'intérêt général à porter sur cette mission-là. Et alors si je peux juste revenir aussi sur une particularité, vous avez beaucoup parlé de numérique et monsieur le directeur évoquait Infogreffe. Infogreffe, c'est notre bras armé technologique qui est prévu par le Code de commerce, c'est le service public de la justice commerciale, Infogreffe. Et Infogreffe rend service aux justiciables, aux chefs d'entreprise. Pourquoi aux justiciables? Puisque le justiciable peut agir, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, de façon totalement dématérialisée, de A à Z, de sa première saisine vers la juridiction, le suivi de son affaire à sa décision signée électroniquement. Et tout ça, tout ce parcours-là est rendu possible. Notre profession met évidemment les moyens, les ressources nécessaires pour accomplir ces missions-là. C'est possible parce que le ministère de la Justice nous donne les moyens juridiques aussi de sécuriser tout ce dispositif-là. Et au final, si je dois conclure, parce que je sais que le temps file, mais si je dois conclure sur... Vous voyez mes petits gestes? Oui, je vois vos gestes, mais je vois pas l'horloge. J'essaie d'être discrète. Non, mais si je dois conclure sur ce point-là, c'est que la force de nos professions au service de l'État mérite, et le lien de confiance existe, mais je crois mérite encore d'être soutenu avec tous les ministères. Je sais qu'il y a aujourd'hui des représentants du ministère de l'Économie. Nos outils technologiques sont au service de l'État français et donc de l'intérêt général, in fine, de l'usager. Je crois qu'on retrouve tous cette caractéristique commune aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette intervention et cette conclusion rapide. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Henri Paul, vous présidez le Conseil des ventes volontaires aux enchères publiques. Je le rappelais tout à l'heure en introduction, en 2000, les commissaires-priseurs ont vu leur activité séparée entre les opérateurs de vente volontaire et les commissaires-priseurs judiciaires. Et puis il y a un géant du numérique qui a débarqué sur le marché, eBay. 20 ans après, le géant semble le terrasser. Le bonheur est-il davantage dans la régulation plus que dans la réglementation ? Merci de me donner la parole. D'abord, je voudrais remercier M. Santoire, le président Santoire, de m'avoir invité et de participer à ce panel, comme on dit, passionnant. Alors, en effet, les commissaires-priseurs volontaires ont perdu leur monopole en 2000. Ça fait 20 ans, donc, qu'ils ne sont plus une profession réglementée. Et donc, ils sont régis par le Code du commerce et ils font des actes qui les rapprochent d'une profession commerciale. Ils ont comme clients des vendeurs et comme clients aussi des acheteurs. Ils ont deux sortes de clients. Donc, si vous voulez, dans ce cadre-là, la question se pose, y compris pour eux-mêmes, est-ce qu'il y a ou non besoin d'une régulation? Et la question a finalement perduré pendant tout le temps depuis les années 2000, de savoir quel était l'organe qui était le plus approprié pour exercer cette régulation, si régulation il devait y avoir. Il y a d'ailleurs au sein de la profession des gens qui pensent qu'il ne faut pas de régulation et que finalement il suffit d'être régi par le Code de commerce et ensuite d'aller devant les tribunaux si on se plaint. En réalité, on a instauré un système un peu intermédiaire qui est ce conseil chargé d'une régulation, composé de personnes nommées par les ministères et non pas par des personnes appartenant à la profession et qui exercent des missions différentes
d'abord une mission de formation, c'est-à-dire que c'est le Conseil des ventes volontaires qui recrute des nouveaux commissaires-priseurs et qui leur fait passer des études et un examen. Une mission déontologique, c'est lui qui produit le code de déontologie. Il y a eu tout récemment, on a revu le code de déontologie qui est publié par un arrêté du garde des Sceaux. Ensuite, il y a aussi l'observation du marché, avec des rapports sur l'observation du marché. Et puis, il y a tout un rôle de recommandation aux professionnels pour leur permettre de mieux saisir peut-être les évolutions, les tendances et les problèmes qui se posent dans cette profession. Donc vous voyez, ça n'a absolument rien à voir en réalité avec une profession réglementée. Il ne répond pas à une exigence de service public. Le commissaire-priseur, lui, fait des affaires et les affaires vont bien, je rassure Benoît. Pour le moment, et notamment à l'occasion du Covid, le numérique a permis d'apporter aux commissaires-priseurs des nouveaux clients. Donc l'affaire eBay, c'était un petit prurit qui a eu lieu où, à juste titre, mon prédécesseur, président du Conseil des ventes, a voulu faire préciser quelle était vraiment la nature juridique de eBay. Est-ce que c'est un organisme d'enchères ou est-ce que c'est un simple courtier? Et en réalité, le tribunal, parce que ça finit toujours dans les tribunaux, a choisi que ça n'était pas assimilable à un opérateur de vente volontaire. Voilà. Donc aujourd'hui, cette profession va plutôt bien. Je constate que, par exemple, les examens, enfin, faisons passer chaque année un concours. Nous avons de l'ordre de 130 jeunes étudiants qui ont fait 2 doubles diplômes, un diplôme d'histoire de l'art et un diplôme de droit, et auxquels on fait passer un examen difficile qui ensuite les amène à passer 2 ans de stage, ponctué également d'examen pour terminer par un examen également assez difficile de sortie où tout le monde ne réussit pas. Donc voilà, c'est une profession, je crois qu'elle ne trouve pas son bonheur, d'ailleurs personne ne trouve son bonheur dans la régulation, la réglementation, le droit, à part Madame Frison-Roche qui est une excellente professeure de droit. Mais autrement, moi je pense que le bonheur on le trouve autrement. Et je pense que les commissaires-priseurs et tous ces jeunes gens que je vois et qui deviennent commissaires-priseurs, auxquels on a remis tout récemment leur diplôme au ministère de la Culture, dans les salons du ministère de la Culture, remis par la ministre de la Culture. En fait, ils aiment leur métier, ils y trouvent beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir. Et c'est là qu'est le bonheur, à mon avis, si vous me permettez cette petite remarque personnelle. Merci. Merci pour cette remarque passionnante, très intéressante. Un mot encore avant d'embrayer sur la compliance, parce que j'ai vu que c'était une thématique qui revenait beaucoup dans le débat, on y vient dans un instant. Mais un mot encore, monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, les dernières années ont été marquées par un infléchissement du recours au juge. Alors on peut citer les procédures de divorce, la rupture conventionnelle, le développement de la médiation par exemple, qui éloigne les justiciables des tribunaux. Bon, visiblement c'est plutôt bien accueilli par les justiciables. Dans quel domaine on peut aller encore plus loin ? Oui, merci. Alors, vous prenez des risques, là, parce que... Je prends des risques. Vous avez 1 minute 15. Déjà... non, on a épuisé le 15. temps. Alors, je dois dire qu'au début, quand on voit le chronomètre ici, on pensait que c'était le temps imparti, alors que c'est le temps de la séquence. Donc, c'était au début tout à fait confortable. Là, évidemment, ça allait un petit peu moins, sachant qu'on a déjà dépassé le temps. Donc, je vais être relativement bref. Il y a 2 points. Sur la déjudiciarisation, les États généraux de la justice ont examiné avec beaucoup de soin cette question pour arriver au constat, après avoir très largement concerté, écouté, qu'on arrivait un peu au terme de ce mouvement. Quand je dis au terme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a encore plus rien à faire. Il y a encore quelques ajustements possibles. Et je pense par exemple à la question des saisies rémunérations, un sujet qui pourrait donner lieu à une action de déjudiciarisation. Mais on atteint un petit peu les limites. Mais là où je trouve, et votre question est intéressante à ce titre-là, le champ de la médiation et plus largement de l'amiable. Je ne crois pas qu'il faille l'opposer ou le distinguer en réalité du champ de la justice. Très souvent, en tout cas au début, ça a pu être compris comme cela, comme une mode de sortir du prétoire un certain nombre de litiges pour alléger le nombre de dossiers, réduire les stocks, réduire les délais.
Je pense que cette conception-là, maintenant, a évolué. Et les États généraux de la justice, là encore, l'ont mise en avant. Le recours à l'amiable, de manière générale, médiation, conciliation, il y a différentes modalités, doit être pensé avec et dans le processus juridictionnel. Et c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. Il ne m'appartient pas ici, dans ce cadre, de faire des annonces. Un certain nombre de choses seront dites le moment venu, mais les États généraux ont été très clairs justement là-dessus. Et je crois, pour faire le lien avec ce qui nous rassemble ici, que les professions ont un rôle très important à jouer. Et un rôle d'autant plus important que leur connaissance du public, le lien qu'elles font avec les justiciables, les usagers, les clients, je dirais, les forment tout particulièrement à cet art particulier de la médiation. Et dans les échanges que j'ai, je vois que de plus en plus de professionnels s'intéressent, veulent développer ces aspects-là. Alors, il y a des aspects de formation, il y a une amélioration très certainement de nos outils juridiques qui sont aujourd'hui trop complexes, mal structurés, il y a un travail de fond. Soyons aussi très honnêtes entre nous, il y a une question financière, il y a un travail de revalorisation de la médiation qui devrait être engagé, et il y a plus largement au sein de la société et de l'ensemble, je dirais, des parties prenantes, un travail culturel, sur la place que peut occuper la médiation par rapport à la décision juridictionnelle. Voilà de beaux chantiers en perspective qui nous réunissent tous, services publics de la justice et professions réglementées du droit. On va s'arrêter là-dessus. Merci, monsieur le directeur. On passe donc à la compliance. Les entreprises sont incitées à se mettre en conformité au niveau européen comme au niveau mondial. Et si ce n'est pas le cas, les conséquences peuvent être lourdes. Alors, je vais citer un exemple. Exemple flagrant, c'est le groupe BNP, en 2014, qui a été pris en défaut et qui a été condamné à une amende colossale, plus de 9 milliards d'euros. Plus modestement, en France, des professionnels, des notaires, des architectes, des huissiers se sont vus aussi sanctionnés par l'autorité de la concurrence. Madame la professeure, quelle est la genèse de ce mouvement? Vous êtes une fervente promotrice de la compliance. Est-ce que c'est la voie à suivre entre marché et réglementation? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, d'ailleurs, sur ce mouvement? Alors, monsieur a bien raison. Pour moi, c'est vraiment le bonheur que de promouvoir la régulation, la concurrence et encore plus la compliance. Parce que, en plus, je suis en train d'écrire un article sur compliance et médiation, parce que qu'est-ce que ça va bien ensemble. Et c'est vrai que la compliance, il y a très longtemps, parce que 2014, c'est il y a très longtemps, ça a fait un sacré choc. Vu qu'en plus c'était de l'anglais, et donc vraiment ça avait tout pour déplaire, et puis personne ne comprenait rien à ce qui arrivait, à cette sorte de météorite qui allait tous nous détruire, et puis quand même, on a fini par un peu comprendre, notamment d'ailleurs, grâce aux autorités administratives, grâce à l'autorité de la concurrence, qui a fait un document cadre, qui a été remis à jour en 2022, mais il y a en quelque sorte deux étapes dans le droit de la compliance. Il y a d'abord, et c'est jouer un peu petit bras, si je suis bien placée pour utiliser cette expression, on va jouer petit bras, c'est uniquement se mettre en conformité. Mais ça, c'est pas beaucoup. Se mettre en conformité, c'est juste que les entreprises doivent s'engager à respecter le droit. Ben, j'allais dire, c'est quand même le minimum. Nous aussi, vous et moi, enfin tous, on doit respecter le droit. Ben, oui, on est sujet de droit. C'est le minimum. Que les professions respectent le droit et aident à respecter le droit, ben, c'est le minimum. C'est ce que vous avez, à juste titre, appelé la conformité. On se conforme au droit. C'est pas très enthousiasmant non plus, parce que j'obéis à la réglementation. Si je m'appelle BNP, j'obéis à la réglementation américaine. Et bientôt, j'obéis à la réglementation chinoise. C'est quand même pas très enthousiasmant. Mais le droit de la compliance, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est vrai, ça fait mon bonheur, mais tout à fait. Tous les matins, je viens paître dans le pré de la compliance. C'est vrai.
J'écris je ne sais pas combien d'articles, je fais je ne sais pas combien de conférences, j'écris des livres en français, en anglais, je vois des tas d'autorités, de gouvernements, de grandes entreprises, de petites entreprises, des professions. C'est vrai. Parce que je pense que la protection des êtres humains, que la protection des femmes, que le souci du climat et de l'environnement, c'est dans le droit de la compliance qu'on va trouver des solutions. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que le droit de la compliance, c'est politique. Non seulement c'est de l'intérêt général, mais c'est politique. Nous avons des chefs d'État, nous avons des organes de régulation, nous avons le FMI, nous avons la Banque mondiale, nous avons des grands textes qui sont en train d'être pris et qui disent « nous avons des prétentions politiques, nous voulons que dans le monde numérique, on ne puisse pas dire n'importe quoi. Nous voulons que des engagements soient tenus. Nous voulons que le devoir de vigilance ce soit vrai. Nous voulons savoir dans quelques années ce qui se passera. Nous avons des prétentions politiques. D'abord, c'est ça. Ensuite, nous avons des entreprises que soit on contraint, parce qu'on dit par exemple, quelle prétention ? Nous voudrions que même à l'extérieur de chez nous, nous voudrions que tout ne soit pas ravagé par la corruption ou le blanchiment d'argent. Quelle prétention ! Et on voudrait que ce soit vrai. Non seulement on ne va pas, comme d'habitude, aller chercher le droit pénal pour punir après la dévastation. On veut détecter et prévenir pour qu'à l'avenir, ça ne se passe pas. On veut prévenir. On veut agir maintenant pour que la catastrophe n'arrive pas. Et non seulement on veut ça, mais allons-y, soyons dynamiques, soyons optimistes. On veut que même en matière d'environnement, non seulement il n'y ait pas une catastrophe et puis ensuite, quand tous les gens sont morts, on donne un peu de dommages et intérêts. Non, on veut que ça n'arrive pas. C'est ça le droit de la compliance. Alors on va demander des plans de vigilance, on va demander des cartographies des risques, on va demander des formations, on va demander des professions, on va demander des professions vigilantes, on va demander des professions unifiées, on va demander du droit, oui. On va demander ça, on va demander des alliances entre des professions et des autorités. Oui, pourquoi ? Pour que demain, ça ne se passe pas. Pour que demain, nous n'ayons pas ces catastrophes. Et puis ensuite, tellement qu'on est dynamique, tellement que c'est vrai, j'aime ça. Je veux que ça se passe comme ça, pour que les femmes ne soient pas discriminées en permanence et partout, d'une façon dynamique et positive. On veut que, parce que les entreprises sont actives et les professions soient actives et les autorités soient actives et que effectivement toutes les personnes qui sont ici en train de se parler et toutes les personnes autour se rencontrent et de nouveau dans un continuum avec une supervision permanente, oui, eh bien il y ait une égalité effective entre les êtres humains. J'aime tellement que quasiment je ne donnerai plus le micro à personne, mais si je vais le rendre. Ah, on sent tout votre enthousiasme en tout cas. Merci beaucoup, Madame la professeure. Je vais passer le micro ici. Alors, je vois qu'on est pris par le temps. Donc, je vous propose d'embrayer sur la dernière séquence. Mais c'était très intéressant de vous entendre sur ce sujet, je vous rassure tout de suite. Dernière séquence qui est consacrée à l'économie des professions réglementées. J'aimerais qu'on s'y arrête un petit peu, donc c'est pour ça que j'accélère aussi. On l'a entendu, il y a un consensus qui se dessine entre les professions sur le fait que le droit n'est pas une marchandise, comme les autres, que les professions réglementées, parce qu'elles accompagnent les politiques publiques, tout en protégeant les intérêts individuels, justifient d'un statut particulier. Le problème, c'est que ce statut ne semble pas suffisamment protecteur pour assurer un niveau de rémunération en adéquation avec les contraintes. Et au sein même d'une même profession, on voit qu'il y a des disparités importantes qui peuvent apparaître. Je vais m'adresser à vous trois pour faire un petit point sur la situation économique de votre profession. Peut-être commencer avec vous, Sophie Sabot-Barcé. Oui, très bien. Alors c'est vrai que suite à cette loi croissance, on a quand même eu
une croissance économique dans notre profession. Vous le savez, nous avons un tarif qui est bien évidemment réglementé et que dans le cadre du tarif, il y a une péréquation entre les actes et entre les clients. Tout ça qui permet aussi une certaine solidarité dans le cadre de nos instances pour que les études les plus importantes puissent aider les études les moins importantes par rapport au tarif tel qu'il est mis en place. Et ce tarif est également lié à l'activité immobilière. L'activité immobilière, depuis 2017, est relativement a bien vécu, on va dire, puisqu'elle a été relativement forte. Ça, je pense que tout le monde le sait. L'inquiétude aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est arrivé à un moment donné où ça commence à se tasser. En volume, on s'en rend compte, l'activité immobilière est un petit peu plus compliqué. Donc tassement en volume, donc on est un petit peu inquiet avec la hausse des taux d'intérêt, la problématique du taux d'usure, ce qu'on a bien évidemment, et on est tous inquiets par rapport à ce qui se passe en Europe. Donc il y a une certaine inquiétude, et il y a d'autant plus une inquiétude parce que le notaire, et fort heureusement, ne fait pas que des actes immobilier et n'est pas là que pour l'immobilier, mais il a une compétence réservée en matière immobilière et que ce tarif, grosso modo, nos émoluments proportionnels sur l'immobilier nous permettent d'avoir une activité au niveau des actes de la famille où certains sont à des tarifs fixes et qui donc sont apportent moins de produits. Donc ça nous permet de nous concentrer aussi sur une matière, et c'est tout ce qui est l'art d'ailleurs de l'entreprise notariale, c'est qu'il faut pouvoir répondre à l'ensemble des clients. Donc il faut autant faire du droit de la famille, de l'immobilier ou d'autres d'ailleurs choses. Donc c'est vrai que c'est important, on est un petit peu inquiet, mais voilà, on regarde ça de près. Je le redis, je crois qu'à un moment donné, parce qu'on a des entreprises totalement différentes sur l'ensemble du territoire. On parle, dans le cadre de l'immobilier, c'est proportionnel à la valeur des biens. Eh bien, un bien à Paris n'est pas le même que chez moi à Monistrol-sur-Loire. N'empêche que ce n'est pas pour autant qu'on est tous... et ça veut dire que la solidarité va nous permettre de passer les difficultés qu'on peut avoir. Donc il faut rester prudent. On a profité de la croissance économique liée notamment à l'immobilier. Demain, il faut être d'autant plus prudent que la majorité des études qui sont créées suite aux vagues successives d'installation ont mis l'accent sur l'activité immobilière. Donc il faut en effet permettre à ces études-là, qui sont nouvelles, de pouvoir poursuivre et peut-être de les aider à passer cette difficulté qu'on rencontrera en 2023, je pense. Et vous, Thomas Denfert, quel est l'état de la santé économique des greffiers ? Alors, je dirais, ce qu'il faut regarder, c'est vrai que le sujet du tarif, c'est un tarif réglementé. La question, ça reste toujours la même, c'est le service public, l'intérêt général, quel service on rend à travers un tarif. Le point le plus important, c'est qu'on ne pèse pas sur les finances publiques. On ne pèse pas sur les finances publiques, et je dirais même davantage, et je pense que c'est un point qu'on va devoir regarder collectivement à travers l'élaboration de nos futurs tarifs. On apporte aux finances publiques des ressources. On les apporte parce qu'on travaille sur cette colonne vertébrale auquel moi j'adhère pleinement, de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Parce que ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans une grille tarifaire qui est celle accessible pour l'usager, du tarif que l'on va rendre sur une mission très concrète. Notre profession, sur l'aspect tarifaire, on a une mission de police économique, mais qui ne coûte pas au justiciable, qui ne coûte pas à l'usager, et qui rapporte à l'État. Pourquoi elle rapporte ? Parce que dans les relations que nous avons avec Tracfin ou en lien évidemment avec les procureurs vers qui les signalements d'article 40 sont faits, tout ça, on remonte des circuits financiers. Et ce cercle vertueux, tous ensemble, profession et finalement ce modèle de service public délégué, contrôlé via son aspect tarifaire, sert l'État et sert l'intérêt général. L'autre point, je dirais, le premier point, c'est revoir ce tarif avec cet examen de ce qu'on apporte aux finances publiques. Et le deuxième point, ça c'est le rôle de nos professions, c'est d'aller convaincre l'État, convaincre monsieur le directeur qu'il faut encore nous donner d'autres missions qui seront ensuite régulées, auscultées. Ça c'est notre rôle premier, nous en tant que président et présidente de profession. Je prends un exemple tout récent. Notre profession s'est vue confier la mission d'inscription des hypothèques
hypothèque maritime depuis le début de l'année. C'est un mini-sujet technique, mais pas si mini. Les services des douanes s'en sont départis. On a rendu service à l'État en récupérant cette mission qui est désormais pleinement contrôlée. À partir du 1er janvier prochain, on parlait tout à l'heure d'open data, notre profession va mettre en place un nouveau portail d'open data sur les sûretés mobilières. Ce travail-là, le registre des sûretés mobilières, c'est un travail qui a été fourni avec l'aide du ministère de la Justice. On a travaillé en commun à la préparation de cet outil-là en open data avec de la gratuité. Mais on est toujours sur un sujet d'équilibre. C'est ce point-là, ça a été évoqué à plusieurs reprises, l'équilibre dans la confiance, l'équilibre dans la capacité pour nos professions d'exercer nos missions. L'amiral, je crois, est parti tout à l'heure, mais moi, ma fille m'a appris il y a quelques temps qu'en 450 avant Jésus-Christ a été inventée la toupie grimpante. C'est le yo-yo. Et ce principe-là du yo-yo et de l'équilibre, je crois qu'il faut qu'on l'ait collectivement, malgré tout, toujours en tête pour assurer au moins le minimum de ce qu'on doit faire comme mission. On va entendre dans un instant la réponse du ministère de la Justice. Un point de situation aussi de votre côté, Henri-Paul ? D'abord, n'ayant pas de monopole, nous n'avons pas de tarifs réglementés. Donc on n'a pas à aller discuter avec le directeur sur le montant des tarifs. Les tarifs sont libres. Mais ils sont quand même réglés par une forme de concurrence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus exorbitamment les augmenter. Ensuite, dans le domaine des ventes volontaires, il y a 3 compartiments. Le plus important n'est pas toujours bien connu, c'est celui des matériels industriels et des automobiles. Moi, je vous parie que le secteur des automobiles va, pendant un certain temps, être assez intéressant parce qu'il y a il est de moins en moins facile de s'acheter une automobile. Vous savez, c'est un peu compliqué maintenant. Il y a des moteurs, il y a des obligations réglementaires, donc les automobiles d'occasion marchent très bien. De même pour le matériel industriel, avec la crise économique, je pense que la réutilisation, le réemploi de matériel va fonctionner. Donc je crois que ce compartiment-là marche bien. Ensuite, vous avez les chevaux. La vente de chevaux, en France, c'est une spécialité française qui également est très réputée dans le monde, et donc c'est une activité qui marche bien. Et puis vous avez le reste, c'est-à-dire ce dont on entend le plus souvent parler, les mobiliers, objets d'art, antiquités, collections. Et là, c'est une activité qui est un peu cyclique malgré tout, car elle dépend beaucoup, les volumes dépendent beaucoup des grandes collections qui apparaissent ou non sur le marché. Et les grandes collections font parfois des chiffres d'affaires fantastiques. Vous avez vu la collection Allen à New York qui a fait 1 milliard d'euros. Bon, nous, globalement, notre marché, c'est 4 milliards d'euros. Donc, vous voyez qu'on est encore loin d'atteindre des chiffres américains. On n'est pas du tout à ce niveau-là. En même temps, le marché français, c'est le premier d'Europe et il est même plutôt un peu regonflé à cause du Brexit, car on s'aperçoit que les maisons de vente britanniques viennent acheter des maisons de vente françaises et que le Brexit rendant plus compliqué l'importation et l'exportation entre l'Angleterre et le continent, les objets restent un peu plus en France. Donc pour le moment, le marché va bien, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, comment vous pouvez accompagner aujourd'hui au mieux ces professions réglementées ? Je crois que ça revient un petit peu à ce qu'on a évoqué tout à l'heure et au fil en réalité des interventions. C'est l'écoute, c'est le dialogue, ce sont les échanges permanents avec les représentants de la profession pour pouvoir à la fois en temps réel bien percevoir les enjeux. Il y a des enjeux qui sont partagés. La défense, encore une fois, du concept français de profession réglementée du droit avec ses raisons. Et il y a évidemment aussi des différences qui tiennent aux particularités, aux champs, je dirais, d'intervention des professions réglementées du droit avec des problématiques spécifiques qui ont été notamment évoquées dans son intervention liminaire par le président Santoire et sur lesquelles il a véritablement, avec l'ensemble des membres du bureau, une action extrêmement poussée. Et sur laquelle nous sommes en train de travailler. Voilà. Donc, je dirais de manière très générale, moi, je serais très heureux, si vous voulez, avec mes équipes qui travaillent au quotidien pour les professions réglementées du droit et qui sont là dans l'assistance, quand chaque profession peut dire, quand je vais à la DACS, à la Direction des affaires civiles et du Sceau, j'ai le sentiment d'être écouté, le sentiment d'être compris, et de pouvoir avancer dans l'intérêt du justiciable et pour les professionnels que je représente. Voilà, c'est ça notre objectif. Je ne le résume pas plus simplement que ça.
Merci, merci beaucoup à toutes et à tous pour ce débat. Je vous laisse conclure, Président Santoir. Vous savez, je pars d'une page blanche, je le redis, et tout est à écrire. Et je suis vraiment dans l'idée d'amener cette profession au plus haut niveau d'excellence. J'ai la chance d'avoir autour de moi des personnalités de haute qualité que j'ai rencontrées, chacun, longuement, et qui comprennent parfaitement la situation de la profession, de notre profession telle qu'elle est aujourd'hui. Et je crois qu'ils veulent l'accompagner pour donner le meilleur d'elle-même. Et je les remercie. Et je rappelle que la remontée des données économiques, qui nous a fait tant défaut, est extrêmement importante. Le président de l'autorité de la concurrence me l'a rappelé, et j'ai compris lors de nos échanges l'importance de lui fournir des chiffres fiables, ce qu'on a fait récemment avec ces chiffres de 2021 qui nous manquaient pour lui expliquer la situation de notre profession. Oui, peut-être pour dire juste un mot là-dessus. Comme vous le savez, le législateur nous a donné 2 missions, celle de faire tous les 2 ans une proposition relative à la liberté d'installation, c'est-à-dire une carte finalement, pour les trois professions de commissaire de justice, de notaire et d'avocat au Conseil, qui doit vraiment respecter un équilibre entre, d'une part, le maillage territorial, la proximité des usagers et des justiciables, mais aussi, évidemment, ne pas fragiliser les offices existants. Et c'est vraiment cet équilibre qu'on doit réaliser, qui dépend de la situation économique. Et on est conscient des évolutions de la situation économique. On est conscient aussi des différences entre les 3 professions dont je viens de parler. Et pour ça, on a besoin de données, et c'est pour ça qu'il est très important de nous fournir ces données pour qu'on puisse être au plus près de la réalité de la situation financière des différentes professions. La deuxième mission qu'on nous a fixée, c'est relative aux tarifs, où là, l'autorité de la concurrence donne un avis sur la méthode de fixation des tarifs, et je rappelle que l'autorité de la concurrence ne donne pas d'avis sur la manière dont cette méthode est appliquée aux différentes professions. Voilà.